Le président sri-lankais Rajapaksa annonce qu'il va démissionner le 13 juillet. Samedi, sa résidence officielle a été prise d'assaut par des manifestants. Les manœuvres ont commencé pour remplacer le Premier ministre britannique Boris Johnson qui n'a pas encore pour autant quitté Downing Street. Il reste au pouvoir le temps que son successeur soit nommé. Alors que toute l'Europe souffre de la crise énergétique, Vladimir Poutine met en garde contre de possibles conséquences catastrophiques des sanctions occidentales pour le marché mondial de l'énergie. La dépouille de Shinzo Abe a été rapatriée à Tokyo avant ses funérailles mardi. Les hommages se multiplient après l'assassinat de l'ex-premier ministre japonais. Scène de chaos ce samedi dans les rues de Colombo, la capitale du Sri Lanka. Des centaines de manifestants ont envahi la résidence officielle du président Gotabaya Rajapaksa, l'obligeant à fuir. Samedi soir, le chef de l'État sri-lankais en poste depuis novembre 2019 a annoncé qu'il allait démissionner mercredi 13 juillet. Les protestataires demandaient son départ depuis des mois. Ils lui reprochent d'être responsable de la grave crise économique que traverse le pays. Pour le moment, je pense que la lutte progresse avec succès. Et je souhaite le meilleur pour la lutte. Et à la fin, nous ferons de bons changements pour notre pays. Autre cible des manifestants, le Premier ministre numéro 2 sur l'échiquier politique. Après avoir convoqué une réunion d'urgence avec les dirigeants des partis politiques et les parlementaires, il s'est dit prêt à démissionner pour laisser place à un gouvernement d'union nationale. En fin de journée, des manifestants ont mis le feu à son domicile alors que les forces de l'ordre tentaient de disperser l'immense foule rassemblée dans la capitale. Depuis le mois d'avril, le pays est enlisé dans une crise sans précédent. Inflation galopante, pénurie en tout genre, le Sri Lanka manque de tout, essence, électricité, nourriture et médicaments. Qui remplacera Boris Johnson, d'abord à la tête du Parti conservateur britannique, puis au poste de Premier ministre? Les manœuvres ont commencé ce vendredi après que Bojo, confronté à une crise politique sans précédent, a jeté l'éponge. Son ancien ministre des Finances, Rishi Sunak, a été le premier à se positionner et il est pour l'instant le seul poids lourd, le ministre britannique de la Défense Ben Wallace, donné parmi les favoris, ayant annoncé ce samedi sa décision de ne pas se présenter à l'élection pour diriger le Parti conservateur. Penny Mordaunt, la secrétaire d'État au commerce extérieur, ou encore Liz Truss des Affaires étrangères pourraient en revanche faire figure de sérieuses concurrentes. Le député Tory Tom Tugendhat a lui déjà annoncé qu'il se lançait dans la course. Après avoir eu une sorte de Premier ministre excité, le Parti conservateur voudra probablement quelqu'un qui soit un peu moins exalté. Je veux dire en fait que comparé à Boris Johnson, presque n'importe lequel des candidats proposés serait moins exubérant, moins excité, mais compétent. Je pense que ce dont ils ont besoin maintenant, c'est de quelqu'un qui paraisse compétent, qui puisse faire un peu de ménage dans le gouvernement, afin que ce dernier ressemble à un gouvernement conservateur plus normal qui dirige le pays. Boris Johnson a démissionné jeudi, lâché par le Parti conservateur, épuisé par les scandales à répétition. Mais Bojo n'a pas encore quitté Downing Street, précisant qu'il resterait au pouvoir le temps que son successeur soit nommé. En Belgique, le chèque carburant établi à 200 € en mars dernier est passé à 255 € début juillet. Il concerne 21% des ménages du pays et a été mis en place pour aider les Belges à faire face à l'augmentation des coûts de l'énergie. Une flambée des prix qui touche toute l'Europe, conséquence de la guerre en Ukraine et des sanctions européennes prises à l'égard de la Russie. Et la situation pourrait encore s'aggraver si l'on en croit Vladimir Poutine. Tout cela montre une fois de plus que les sanctions prises contre la Russie font précisément beaucoup plus de dégâts dans les pays qui les imposent. Sans exagérer, la poursuite de cette politique de sanctions pourrait avoir des conséquences encore plus graves, voire catastrophiques, sur le marché mondial de l'énergie. Vendredi, devant le Parlement slovène, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est revenu sur les graves conséquences de l'invasion russe sur les prix alimentaires et énergétiques mondiaux. La Russie a fait grimper les prix du gaz en Europe à un niveau sans précédent, en limitant délibérément l'offre au mépris des règles du marché. À quoi cela a-t-il conduit? À une inflation catastrophique. Si les prix des ressources énergétiques n'étaient pas si élevés, les conséquences ne seraient pas si douloureuses pour les gens en Europe. L'effet de la guerre en Ukraine se fait sentir dans le monde entier sur l'alimentation, l'énergie et les budgets. Tel est le constat dressé par ailleurs vendredi lors d'une réunion ministérielle du G20 en Indonésie.
Tous les participants se sont inquiétés de la flambée des prix de l'alimentation et de l'énergie et ont réaffirmé que la crise actuelle ainsi que les questions liées à l'accessibilité des ressources, leur prix et leur durabilité continueront d'entraver la reprise mondiale. Fin juin, le Parlement européen a approuvé un plan visant à accélérer le stockage de gaz naturel dans les pays de l'Union européenne avant l'hiver, alors que la Russie réduit toujours davantage les approvisionnements gaziers des 27. Le corps de Shinzo Abe a été rapatrié ce samedi à son domicile de Tokyo. Le Japon est en deuil au lendemain de l'assassinat de son ancien Premier ministre, abattu de 2 balles dans le cou alors qu'il tenait un meeting électoral en pleine rue dans la ville de Nara. De nombreux Japonais se pressaient pour rendre hommage à celui qui a régné durant près de 9 années, un record de longévité pour un Premier ministre japonais. Il a contribué et aurait pu contribuer encore beaucoup plus pour le pays. C'est une grande perte pour le Japon, dit cet homme. C'est incroyable de voir une attaque comme celle-ci dans un Japon sûr. C'est incroyable que quelqu'un se promène avec une arme comme cela. L'assassin, un ancien membre de la marine japonaise d'une 40aine d'années, a été arrêté. Les raisons de son geste demeurent floues. La mort de l'ex-premier ministre japonais a ému de nombreux dirigeants étrangers, dont le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, ici lors du G20 en Indonésie. Nous sommes tous sous le choc, dit-il. Shinzo Abe était un ami de l'Europe. Il a beaucoup contribué à l'amitié entre le Japon et l'Union européenne, ainsi qu'au progrès et à la stabilité du monde. Autre réaction, celle du président américain Joe Biden, qui s'est rendu à l'ambassade du Japon où il a signé un livre de condoléances. J'aimerais dire quelques mots sur le meurtre horrible et choquant de mon ami le Premier ministre japonais Shinzo Abe. Je prie pour sa femme et sa famille. Les États-Unis sont solidaires de notre allié, le Japon. Enfin, à New York, le Conseil de sécurité de l'ONU a observé 1 minute de silence à la mémoire de Shinzo Abe, dont les funérailles doivent avoir lieu mardi à Tokyo. Joe Biden lance la contre-attaque contre la Cour suprême qu'il juge hors de contrôle et dont il dénonce les projets extrêmes. Après que les juges ont annulé le droit à l'avortement au niveau national, le président américain a signé un décret visant à défendre l'interruption volontaire de grossesse, un décret davantage symbolique. Pour Joe Biden, le meilleur moyen de défendre les droits des femmes, c'est de voter lors des élections législatives de novembre. Lorsque des dizaines de millions de femmes voteront cette année, elles ne seront pas seules, dit-il. Des millions et des millions d'hommes se battront à leur côté pour établir le droit de choisir et le droit plus large à la vie privée dans cette nation. Le défi lancé par la Cour aux femmes et aux hommes américains, c'est de sortir et d'aller voter. Pour l'amour de Dieu, il y a une élection en novembre. Alors votez, 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 votez. Depuis que la Cour suprême a révoqué le droit constitutionnel à l'avortement, une dizaine d'États américains, essentiellement du centre et du sud, ont interdit ou sont en passe de restreindre l'interruption volontaire de grossesse. D'autres, en revanche, comme la Californie, ont sanctuarisé ce droit. Elon Musk renonce finalement à racheter Twitter. Le patron de Tesla et SpaceX accuse le réseau social de ne pas avoir été transparent sur le nombre de faux comptes présents sur la plateforme que Twitter estime à moins de 5%, un chiffre faux selon le milliardaire qui remet en cause la valeur réelle de la société. Aussitôt après la rupture de l'accord de l'achat, le groupe californien a annoncé une action judiciaire contre Elon Musk. Troisième jour de la Sainte Fermine à Pampelune. Avec ses lâchers de taureaux, c'est la plus célèbre des fêtes d'Espagne. Annulée les 2 dernières années en raison du Covid, c'est donc son grand retour. Depuis jeudi, des milliers de coureurs se sont élancés dans les rues de la ville. Ce samedi, au moins 2 personnes ont été blessées par des coups de corne. Elena Rybakina sacrée à Wimbledon, la joueuse kazakh de 23 ans a décroché le premier titre de sa carrière dans un tournoi du Grand Chelem face à Ons Jabeur. Cette finale avait pourtant commencé à l'avantage de la Tunisienne numéro 2 mondiale, victorieuse du premier set 6-3. Mais Elena Rybakina, 23e joueuse au classement WTA, a su renverser la tendance et empocher les 2 derniers sets.
Score final 3-6, 6-2, 6-2. Elle devient ainsi la première joueuse kazakh à inscrire son nom au palmarès de Wimbledon et du tennis mondial.